Alors, nous allons donc parler des fondements de la liberté de la presse et ce matin, ensuite suivi d'une autre table ronde. Et cette séquence aurait dû, bien entendu, se dérouler en début de séminaire, mais selon la disponibilité de chacun, cela n'a pas été possible. Donc, c'est ce matin que nous allons avoir cette table ronde avec donc Charles Sylvestre et Lucas Rochette, qui nous parleront de quelques moments de bascule dans l'histoire de la presse du 19e et du 20e siècle, dans une approche historique et politique. Alors, je vous présente rapidement Charles Sylvestre et Lucas Rochette. Charles Sylvestre est journaliste. Il a été rédacteur en chef au journal L'Humanité pendant plusieurs décennies, si je ne me trompe pas. Il a été président des Amis de l'Humanité et il est l'auteur de nombreux ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns. Fils d'Humanité, La victoire de Jaurès, Je suis Jaurès et Jaurès, la passion du journaliste, qui est le premier, je crois, du cycle. Et avec Roland Gori et Bernard Lubat, ils ont commis le manifeste des œuvriers. Charles Sylvestre est un membre très actif de l'Appel des Appels depuis plusieurs années. Il nous a aidé à organiser il a été à l'initiative de beaucoup de journées, et celle-ci en particulier avec Robert Gély à ma droite. Lucas Rochette est notre plus jeune adhérent de l'Appel des Appels. Donc son CV est par conséquent très court, bien évidemment. Il est étudiant en philosophie et passionné de littérature et des grands auteurs engagés dans les combats émancipateurs et politiques, ce dont il va nous parler. Alors, Robert Gély est magistrat honoraire. Il nous parlera du cadre juridique national et européen de la presse. Alors, bref CV, il a occupé les fonctions de procureur de la République à Nîmes, à Nanterre, et de procureur général à Aix-en-Provence. De 1997 à 2002, il a été conseiller justice au cabinet Jospin, et il a été aussi de 2014 à 2017 directeur des affaires criminelles et des grâces du temps de Christiane Taubira. Il a été président de la Conférence nationale des procureurs de la République de 2011 à 2014. Il est actuellement déontologue à la Haute Autorité de Santé et il est, pour nous, ce qui nous importe le plus, vice-président de l'Appel des Appels. Je ferai étape pour terminer cette brève présentation, d'un propos d'un journaliste. Donc moi-même, ayant été médecin hospitalier pendant 40 ans, il est évident que dans le cadre de l'Appel des Appels et par ma sensibilité propre, donc je suis particulièrement sensible aux questions de santé et de soins. Donc ce journaliste disait sur une chaîne d'infos en continu que, donc journaliste spécialisé en santé, que la réforme des retraites était une évidence puisque l'allongement de l'espérance de vie augmentant, voilà. Donc bon, ça se terminait comme ça. Alors, en tant que médecin, j'avoue que j'ai été particulièrement choquée, ignorance, message recommandé ou commandé, je ne sais pas, ou traitement de l'info de manière désinvolte, parce que, là, je ne vais pas vous en dire tellement plus, mais vous savez que l'espérance de vie qui augmente est liée au progrès de la médecine, on l'en prendra comme on veut, mais avec des maladies chroniques de plus en plus importantes, diabète, etc. Et puis, par exemple, je prendrai l'exemple de la mucoviscidose. Dans les années 60-70, pour cette pathologie un peu exemplaire, pour ceux qui nous intéressent, l'espérance de vie était de 7 ans. Aujourd'hui, en 2023, l'espérance de vie est de 50 ans. Mais vous imaginez bien que ces patients-là, ne sont pas en état de travailler parce que c'est un long chemin de croix pour eux, même s'ils ont une volonté de vivre extraordinaire. Bon, sur ce, donc je m'arrête là et je donne tout de suite la parole à Charles Sylvestre. Ah, vous avez changé? C'est Lucas qui commence. Alors, un quart d'heure, s'il te plaît, Lucas. Voilà. C'est à toi. Ok, c'est peut-être mieux comme ça.
Alors, déjà, bonjour à tous. Merci d'être venus, même si visiblement il y a moins de monde qu'hier. Mais on s'excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu être là hier. Alors, le sujet de ce colloque aujourd'hui, du séminaire, depuis hier, c'est liberté de la presse et presse de la liberté. C'est-à-dire que finalement, la liberté commence et trouve sa fin dans la presse. On peut dire que finalement, la presse est l'instrument, l'outil de la manifestation de la liberté. Parce que la presse, et dans toute son histoire, a joué le rôle d'observateur des faits et s'est toujours engagé déjà depuis le XVIIe siècle à décomposer ces faits, à les interroger et à prévoir la suite, non pas l'avenir, mais peut-être le futur en tout cas. Et du coup, l'histoire de la presse commence brièvement au XVIIe siècle avec la naissance de journaux contrôlés par Louis XIV, notamment le Mercure galant ou le Mercure historique et politique. Ensuite, au XVIIIe siècle, parce que le XVIIe siècle est quand même très contrôlé par le roi, au XVIIIe siècle, c'est comme si la presse annonçait déjà sa fin révolutionnaire et la fin de la Révolution française, en ce elle se diversifie à ce moment-là. Il y a par exemple la production d'une presse littéraire ou d'une presse politique qui s'émancipe de plus en plus du roi. C'est une presse qui va donner à la Révolution française les cahiers de doléances, du coup. Et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipulera que tout citoyen est libre d'écrire, tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. Et donc, en réalité, toute la littérature et toute la presse du XVIIIe siècle s'est installée avec le postulat que la presse est là, non pas pour contredire, mais pour affirmer, nier et s'engager dans ces faits-là, dans la description des faits qui ne sont pas les lois, mais qui sont réellement, comme disent les Goncourt, qui sont les mœurs sous les lois, le mot sous le fait sous le mot. Du coup, au XIXe siècle, c'est là où il y a réellement l'essor de la presse. On voit notamment à partir de la Seconde Restauration, donc à partir de Louis XVIII, après les 100 jours de Napoléon, on voit une presse qui, grâce entre guillemets, à Louis XVIII et à une politique de monarchie constitutionnelle, du coup une monarchie beaucoup plus libérale qui va essayer de concilier à la fois la monarchie et la Révolution française, cette presse-là va pouvoir s'émanciper à ce stade-là. Et à partir de 1824, à la mort de Louis XVIII, Charles X arrive et la presse connaît une nouvelle censure. C'est-à-dire que Charles X installe de nouveau une monarchie absolue et renoue avec la tradition des Bourbons. Et donc là, on peut se dire, mais du coup, la presse n'a plus de place. L'observation des faits ne peut plus être faite, étant donné que Charles X ramène la censure. Et c'est là où on connaît, au contraire, un essor, peut-être l'essor le plus important au XIXe siècle, à l'année 1830, où un homme, Adolphe Thiers, va créer le National, un journal qui va s'opposer à Charles X. On va voir notamment, en janvier 1830, le premier article prendra le titre de la devise de 91, la nation, la loi, le roi. Et donc c'est révolutionnaire parce que c'est la première fois qu'on met le roi, depuis la Révolution, après la nation et après la loi. C'est que le roi représente l'ordre, la nation représente l'unité du peuple et la loi est cette correspondance entre l'ordre et l'unité. C'est un peu l'ordre dans l'unité. Et donc toute la question, c'est ce rôle qu'a joué Adolphe Thiers, qui a été notamment soutenu par beaucoup comme Talleyrand, quelle place cette presse-là a joué, notamment dans la Révolution de juillet, dans les Trois Glorieuses de juillet 1830. Et en fait, c'est révolutionnaire parce que c'est extrêmement important, parce que c'est à partir de cet article d'Adolphe Thiers
que Charles X va de nouveau affirmer une répression et va promulguer les ordonnances de juillet qui vont être là justement pour supprimer toute liberté à la presse. Donc, Presse de la liberté n'a plus son mot à dire à ce stade-là. Mais pourtant, la Révolution de juillet va affirmer un mot d'Adolphe Thiers qui dit le roi règne, il ne gouverne pas. Et à partir de là, beaucoup de commentateurs ont montré ce qu'on appelait le tournant 1830, c'est qu'à partir de ce stade-là, à partir de ce moment, la presse va énormément s'émanciper et va devenir de plus en plus violente par rapport au pouvoir, du coup au pouvoir monarchique, et va affirmer non pas nécessairement un esprit républicain, mais en tout cas un esprit plus libre, un esprit plus indépendant. Et c'est notamment avec du coup l'avènement de Philippe Ier, de Louis-Philippe Ier en 1830, qu'il y aura la multiplication des journaux, la diversification des titres, la diversification aussi des rubriques. Par exemple, on voit beaucoup de pastiches, on voit la création des petits journaux, on voit... en fait, la forme même du journal et de la presse s'émancipe énormément et se diversifie. Il y a par exemple aussi une augmentation des tirages des journaux. Et à ce moment-là, le 19e siècle, la presse du 19e est une presse majoritairement littéraire et dans laquelle les romanciers, notamment, c'est là où on disait que la presse était l'antichambre de la littérature, c'est-à-dire que tous les romanciers écrivaient dans la presse pour se faire un nom, pour arriver à être édités après. Et ça a été le cas de beaucoup, comme Victor Hugo, George Sand, ça a été le cas aussi de Théophile Gautier, et peut-être du plus illustre, Honoré de Balzac. Et je vais vous en parler très brièvement, parce que Balzac joue un rôle extrêmement important. Toute la comédie humaine est basée sur son style de journaliste. Et lui qui, par exemple, a énormément renié le romantisme de Hugo, n'a pas pour autant accepté le classicisme, même s'il était contre Charles X, il n'a pas pour autant accepté Philippe Ier. Et donc il a toujours été assez ambigu, il a montré la suprématie de la bourgeoisie parisienne, et pour autant il s'est beaucoup engagé dans la défense, par exemple, de Peytel, comme Voltaire s'était engagé avec Calas, et à défendre cet homme qui a été accusé sans doute à tort, par la justice bourgeoise et par l'institution bourgeoise. Et donc, Balzac joue un rôle extrêmement important parce que il a peut-être participé à absolument tous les journaux possibles qu'il y avait à ce moment-là, à tous les journaux à la fois républicains, même s'il ne se revendiquait pas républicain, mais aussi royalistes, monarchistes absolus, aristocratiques. Il a participé à la mode, à la Silhouette. Il a au contraire aussi participé à des journaux comme La Caricature, qui était un journal illustré par un ami de Balzac qui représentait le roi et d'autres ministres avec, comme vous imaginez, avec beaucoup de caricatures. Et du coup, dans ce moment-là, Balzac joue un rôle important parce qu'il va énormément dénoncer, par exemple, le mercantilisme de la presse, toute la capitalisation de chaque feuillet. Il va montrer qu'il va s'insurger aussi très violemment contre la précarité des romanciers, la précarité de la presse, les romanciers qui ne pouvant pas être édités rapidement, ne pouvant pas avoir assez d'argent, comme ça a été le cas toute sa vie, pour publier aisément leurs romans, du coup écrivaient dans les journaux pour avoir un peu d'argent. Et il va écrire, par exemple, de l'état actuel de la librairie ou des artistes qui sont ce qu'on appelait des articles de fond, des articles argumentatifs dans lesquels il dénonçait, non pas en tant que manifeste, mais qui dénonçait justement, en tout cas Balzac, ça a été toute sa vie, il a dénoncé la montée du pouvoir des actionnaires, il a dénoncé la montée des intérêts privés dont il remet la cause à la Révolution française, à toute la philosophie des Lumières avec l'idée de la liberté individuelle. Et pourquoi encore Balzac ? Parce que les romanciers, comme je vous le disais, jouaient un rôle extrêmement important.
Et à la mort de Balzac, Victor Hugo dit c'est le plus grand génie de la littérature qui meurt. Parce que Balzac a été celui peut-être qui a le mieux décrypté et qui a le mieux décomposé, c'est-à-dire réellement expliqué, c'est-à-dire déplier ce qui est compliqué dans toutes les couches des mœurs de la société française. Et un mot des Goncourt dit extrêmement bien, Balzac est un homme d'État, l'homme de l'État social, et l'homme qui a le mieux perçu, comme je vous le disais au début, les mœurs sous les lois, c'est-à-dire le mot sous le fait sous le mot. Et Balzac s'est évidemment toujours insurgé, comme je le disais aussi, contre l'anarchie des intérêts privés qui n'ont eu de cesse de prendre du pouvoir et de l'importance au XIXe siècle. C'est d'ailleurs ce que décrit très bien Marx. Et Balzac, dans toute sa littérature, dans la presse, dans tout son style de la presse, il y a beaucoup pris, par exemple, le style du comique social, dans lequel, en fait, chaque personnage est à la fois... On rencontre chaque personnage avec à la fois de la pitié, du ridicule. On rencontre, par exemple, dans énormément de ses articles, qui ont été édités aussi sous forme de nouvelles parfois ou de contes, on parle beaucoup de scènes, de types ou de physionomie, comme une physionomie du mariage, où Walter Benjamin dit qu'en fait c'est une littérature panoramique, c'est-à-dire qui va sous une description extrêmement précise de la société, sous une description typique ou physionomique d'un personnage, d'un caractère, d'une profession, arriver à une étude extrêmement précise des mœurs de la société et arriver à décrypter absolument toutes les couches de la société. Et pourquoi je vous parle de Balzac et pas d'un autre comme Victor Hugo? Parce que, comme je vous le disais, Balzac, comme Voltaire, avec l'affaire Calas, Voltaire qui a qui a réussi à sauver Calas, qui a été accusé à tort d'avoir tué son fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme, son fils qui était protestant. Et Balzac, c'est aussi, comme je vous le disais, en tout cas, s'est engagé à défendre Peytel, qui était un notaire parisien qui a été accusé à tort d'avoir tué sa femme enceinte. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un autre dans la littérature française un peu plus tard, qui s'appelle Émile Zola, qui s'est aussi engagé avec Dreyfus à la défense d'un homme accusé à tort et qui a mis absolument tout son honneur, toute sa gloire et toute sa puissance d'écrivain, de journaliste. Et ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que les romanciers n'ont eu de cesse dans toute la presse et dans toute leur littérature à eux de défendre, d'accuser et de montrer la particularité des mœurs parisiennes et surtout françaises. Et je vais passer la parole à Monsieur Charles, qui va plus vous parler de l'affaire Dreyfus. Je voudrais quand même remercier Lucas pour cet exposé brillant, très érudit, et que ce soit notre Benjamin qui nous donne des leçons d'histoire, bravo, parce que la connaissance historique, comme on vient de l'entendre, est primordiale, et il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, j'imagine, ici, et merci beaucoup Lucas pour ce très bel exposé, bravo. Donc la place à Charles, je ne sais pas, qui a des relations très étroites avec Lucas, mais que je ne dois pas divulguer. Bonjour à vous tous. Alors, je vais essayer de mettre le micro à la bonne hauteur, qu'on puisse m'entendre correctement. Non, redresse-le. Il faut le soulever. Voilà, très bien. Voilà. Et tu le rapproches aussi. Avance-le. Là, c'est bon. Je pense. Comme on dit, je suis comme beaucoup trahi par la technique. Mais bon, voilà, bonjour à vous tous. J'enchaîne derrière Lucas. Lui, on n'a pas grand-chose à voir sinon des liens de famille, mais je suis un retraité qui a de l'âge, comme on dit, du journalisme. Il n'y a rien à cacher. Et Lucas, il débute des études de philosophie. Voilà. Et ça m'intéressait beaucoup.
Voilà, parce qu'il y a des rapports de génération qui sont très importants, hein, quand même, à des décennies d'écart, mais aussi d'attaque de le sujet qui intéresse chacun principalement. Alors moi, le journalisme, je ne vais pas vous faire un topo, j'ai écrit des livres, vous n'avez qu'à les lire. Hein. Mon père était un enfant d'assistance publique, et puis il m'a bombardé un jour à l'école militaire d'Aix-en-Provence, autrement dit les enfants de troupe. Je me suis retrouvé là, à la sortie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligé de rester dans l'armée, j'y suis resté un certain temps, et propulsé un jour où, dans la guerre d'Algérie. Voilà, je suis comme beaucoup de jeunes gens de cette époque, je me suis retrouvé embarqué. Bon, je ne sais pas comment dire. Est-ce que je n'ai pas aimé ça? Je ne peux même pas dire ça. Parce qu'à 20 ans, on ne fait pas qu'aimer ou ne pas aimer. Hein. On est aussi dans le coup de la vie qu'on n'a pas toujours choisi. Bon, sauf que, à la sortie, au retour d'Algérie, je me suis retrouvé avec quand même un événement qui pour moi a été considérable, c'est Charonne, le 8 février 62, voilà, suivi de quelque chose qui a été aussi important et pour cause que les morts de Charonne, que le massacre de Charonne, comme on l'a appelé, qui sont les obsèques des morts de Charonne. Bon, qui a été... J'étais wagmestre à la caserne Mortier à Paris, et j'étais en tenue militaire, j'étais sergent. Bon, et je suis allé au Père-Lachaise, parce que je savais qu'ils allaient arriver là, les morts de Charonne, et j'étais en haut, à l'entrée du Père-Lachaise, j'ai regardé cette foule monter, j'étais absolument abasourdi. Parce que, vous le savez, hein, la foule approchait les centaines de milliers, voire peut-être 1 million de personnes très émues, avec de la musique, qui était une musique, musique pour rendre hommage aux morts, et la foule était bien sûr muette. Il y avait des dirigeants politiques, des dirigeants du Parti communiste, auxquels appartenaient la plupart des morts de Charonne et tout. Bon, simplement, quand même, ça m'a soulevé. Bon, pas employer le terme, soulevé, et je ne me suis jamais reposé depuis. Je suis resté soulevé. Et soulevé par quoi aussi? Parce que j'ai eu envie aussi de m'impliquer dans les événements passés, ce que j'ai fait, la guerre d'Algérie, et à venir, surtout. Bon, et pour franchir à grands pas, parce que sinon je vais vous saouler, comme on dit. Bon, ce qui s'est passé, c'est que après, à la fin du 19e siècle, il y a eu un événement qui, pour moi, est resté considérable, mais pas sur le moment. Je ne l'ai pas connu sur le moment. C'est par la suite, j'y suis revenu souvent, c'est l'affaire Dreyfus. Bon. L'affaire Dreyfus, c'est-à-dire ce capitaine juif alsacien, bon, qui tout d'un coup se retrouve déporté sur l'île du Diable, ça s'appelait comme ça, par l'armée. Et la République qui, à l'époque, saluait tout ce que pouvait faire l'armée. Bon, et comme on le verra, et donc, c'est devenu une affaire absolument incroyable, bon, qui a remué la France entière, et pas seulement les milieux politiques et les milieux de la presse et tout, mais ça a un petit peu, comment dire, renversé la table. Voilà. Donc, et je me suis embarqué là-dedans, et j'ai retrouvé quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui, par rapport à ça, a joué un rôle pour moi majeur, c'est Jean Jaurès. Voilà. Bon, il se trouve que je suis entré au journal Humanité, qui était le journal fondé par Jean Jaurès. Bon, vous voyez, quand même, il y a des coïncidences et des retrouvailles, et voilà. Et donc, c'est ce regard-là que je n'ai jamais perdu, hein, pour essayer de voir ce qui se passait au fur et à mesure de la vie autour de moi. Bon, et donc, avec Jaurès, l'affaire Dreyfus a vécu quelque chose que je n'oublierai jamais. Bon, c'est que Jaurès, c'est un journaliste, un très grand journaliste, reconnu comme tel, et en même temps un politique, un très grand politique, reconnu par beaucoup. Je ne sais pas si c'est tout le monde, parce que j'ai vu qu'un jour, il y avait un président de la République qui était socialiste, qui a dit, on lui a demandé quelles sont vos références principales. Alors il a dit, il y a Clémenceau, il y a... Mais il a mis Jaurès, pourtant du même parti que lui, normalement, de la même mouvance, il l'a mis à la fin. Bon, et il dit quand même, celui qui a été le plus important pour moi, c'est Clémenceau. Bon. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'un socialiste, donc de gauche, qui pense qu'il
qui pense que c'est Clémenceau qui a joué un rôle capital pour la gauche en France. Donc j'ai un peu regardé ce qui s'est passé. Ben non, c'était le président, vous le connaissez. Bon, c'est le petit bonhomme là, bon, qui ne laissera pas de grandes traces dans l'histoire, mais qui a dit Clémenceau. Pourquoi ? Parce que Clémenceau, c'est quelqu'un qui, dans l'histoire, est resté comme celui qui arrivait à réunir tout le monde. La droite, à cause de l'ordre, il a fait tirer sur des grévistes, Clémenceau. Bon, mais aussi la gauche, parce qu'il a été anti-militariste, anti-colonialiste à sa manière, à son époque. Et donc, il a rallié une partie de la gauche à lui à cause de ça. Bon, ça, c'est indéniable. Voilà. Sauf que Jaurès, tout d'un coup, il prend la chose autrement. Voilà. Donc, il ne suit pas... Il travaillera avec Clémenceau. Hein, ça, c'est les Républicains. Le Parti républicain a joué un très grand rôle, en particulier dans l'affaire Dreyfus, mais pas seulement, par la suite. Bon, je ne vais pas tout évoquer, hein, parce que ce serait trop long. Voilà. Qu'à l'affaire Dreyfus, Jaurès, il y a, je pense, moi, mais je suis peut-être un fan, comme on dit aujourd'hui, de Jaurès. Bon, dans l'affaire Dreyfus, il a compris deux choses. Un, si on est journaliste, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut pratiquer l'investigation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, voilà. Et un jour, il découvre, Jaurès, qu'il y a un homme qui n'est pas n'importe qui est un officier supérieur, qui est lieutenant-colonel, qui s'appelle Picard. Bon, et Picard, c'est le seul qui ne croit pas à l'histoire de la culpabilité de Dreyfus. Bon, et Jaurès dira un jour, curieusement, c'est un des seuls que la haute armée et la justice n'a pas voulu entendre. D'ailleurs, la justice, vous savez que la justice, c'était la justice militaire. Hein. Le premier qui a annulé, qui a supprimé la justice militaire, il s'appelle Robert Badinter, comme par hasard, en même temps que la peine de mort. Et bon, donc, Jaurès, là, il a fait un travail de fond extraordinaire. D'abord, premièrement, il n'a pas cru, lui, à la justice militaire, il y a cru un temps. Et il y a un mot de Jaurès où il dit on a condamné à mort, enfin, on a pensé qu'il fallait le condamner à mort. Celui qui a été le traître, pour ainsi dire, à Sedan, à la fin de la guerre de 1800, enfin, vous trouverez. C'est la guerre franco-prussienne. Voilà, elle s'appelle comme ça. Bon. Et non, alors, bon, je vais aller un peu plus à l'essentiel. Et donc, Jaurès, là, voit qu'il y a, du côté de l'armée, il y a un gros problème. C'est que l'armée ne veut jamais concéder la moindre contestation. Voilà. Et donc, c'est là où il soulève des problèmes. Par exemple, pourquoi n'a-t-on pas auditionné le lieutenant-colonel Picard ? Pourquoi ? Il fait un article qui est une petite merveille pour moi, comme journaliste, c'est que c'est un article qui est fait d'un tissu de pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi on n'a pas entendu un tel, pourquoi on n'a pas... C'est-à-dire, il commence par poser des questions. Moi, je pense que pour le journalisme, les journalistes, plutôt que de toujours affirmer, par les temps qui courent aujourd'hui, c'est quand même incroyable, les vérités officielles se répandent sur toutes les ondes, sur les chaînes de télévision, même dans la presse écrite, je ne vous nommerai pas lesquelles, quand même pas l'humanité, heureusement. Bon, mais là, les vérités officielles, elles se répandent. Bon, et c'est infernal. C'est vraiment infernal, quoi. Bon, et donc, ces vérités officielles, Jaurès n'est pas contre la version du Jaurès, du Dreyfus coupable. Il le croit coupable un temps. Il le croit coupable. Et puis, un jour, il se trouve qu'il a des liens assez forts avec deux élèves brillants de Normal Sud, où il est entré premier de sa promotion. Je parle de Jaurès. Bon, c'est Lucien R. et Léon Blum, bon, qui seront, vous le savez, socialistes. Lucien sera le secrétaire général de l'Humanité quand Jaurès fondera l'Humanité. Voilà. Et donc, à un moment donné, donc, grâce à eux et à d'autres, il met le nez, si on peut dire, dans le dossier Dreyfus. Et il découvre ce que je vous disais, c'est-à-dire il y a beaucoup de zones d'ombre. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, et donc, Jaurès, il ne lâchera jamais l'affaire, si on peut dire, l'affaire Dreyfus, et il ira jusqu'au bout.
Bon, alors vous le savez, il y a le procès Dreyfus, bon, et où va se passer un événement qui est évidemment très important. Bon, c'est que dans ceux qui viennent défendre Dreyfus, il y a tout un cercle de gens, de grands intellectuels et tout, et il y en a un qui va, lui, pratiquer parce qu'il connaît bien, c'est-à-dire son art du journalisme, c'est Émile Zola, qui publie dans l'Aurore, pas l'Humanité, qui n'existe pas, dans l'Aurore de Clémenceau, un article extraordinaire qui résonne à travers l'histoire et qui est intitulé simplement « J'accuse ». Le caractère principal du « J'accuse » de Zola, c'est qu'il accuse des personnes. Il ne se contente pas de généralité, en disant que Dreyfus est une victime du système, comme on dit aujourd'hui, le système, voilà. Non, il dit, j'accuse le général Untel, j'accuse le président, j'accuse le... Voilà. Vous savez, il les nomme. Et il dit pourquoi il les nomme. Alors évidemment, il se trouve que ce journal, ce numéro de l'Aurore a été publié, le J'accuse, c'est le 13 janvier 1898, ça fait un scandale. Accuser les chefs de l'armée, accuser le président de la République, accuser les chefs du gouvernement, bon, c'est scandaleux. Bon, et c'est ce qu'il a voulu, Zola. Il savait très bien ce qu'il faisait. Bon, et s'il a voulu, il a voulu qu'on lui intente un procès en diffamation. Bon, la presse connaît bien ça, les procès en diffamation. Bon, et donc, Zola savait ce qu'il faisait. Donc, procès en diffamation contre Émile Zola, comme il y a eu à l'époque, dans d'autres conditions, bien sûr, contre Victor Hugo. Victor Hugo a été déporté, il était exilé, et Zola va l'être aussi à son tour et tout. Donc, ce sont des écrivains, de purs écrivains, qui, à un moment donné, assument le rôle de se mouiller, de prendre tous les risques, y compris le risque moral, à un moment donné. Et ça, dans le journalisme, il n'y en a pas eu souvent. Mais quand il y en a eu, ça a été des basculements complets de la presse dans l'audace. L'audace qui est principale, qui est de tenir tête aux autorités. Je pense que dans la guerre d'Algérie, que j'ai connue, j'ai lu Mauriac, j'ai lu Henri Alleg et tout, leur principal caractère, c'était de tenir tête aux vérités officielles et aux autorités, en dépit de tout. Bon, même si on les envoyait en prison, même si on les faisait taire et tout, bon, ils continuaient à tenir tête. Voilà. Eh bien, Zola, il a tenu tête. Et ensuite, Jaurès, qui a épousé sa cause, alors que ce n'était pas le cas au départ. Et vous savez, Jaurès, il a 2 amiraux dans sa famille. Donc, ce n'était pas l'antimilitariste, j'ai autant vous dire. Hein. Bon, mais il a compris qu'il fallait, disons, tenir tête et tenir jusqu'au bout. Donc, voilà, je suis peut-être un peu long, vous ne m'en voudrez pas. Bon, je vais essayer d'abréger. Et donc, là, Jaurès tient bout et il publie en septembre 98, le 28 septembre 98, un livre qui s'appelle « Les preuves », dont il rédige la préface. Et les preuves de Jaurès, c'est les preuves de l'innocence de Dreyfus. C'est un livre extraordinaire parce que c'est 35 articles publiés dans la Petite République. Parce que la Dépêche, qui était son journal, ou d'autres et tout, ne voulaient pas se risquer à ce point avec Jaurès, dans la défense radicale de Dreyfus. Donc, il a publié cette collection d'articles sous le titre « Les preuves de l'innocence de Dreyfus et tout, et ça a été un monument du journalisme. J'en ai discuté une fois avec Edoui Plenel, qui est un champion de l'investigation, vous le savez, bon, et je lui ai dit, mais Edoui, le premier champion de l'investigation en France, de l'enquête systématique, il s'appelle Jaurès. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, tu peux relire les preuves, tu verras. Hein, parce que l'investigation qu'on pratique aujourd'hui, elle arrive derrière. Cette investigation massive, radicale, violente, virulente, et voilà, c'est cette collection d'articles de Jaurès. Voilà, alors pour aller vite et ne pas prendre trop de temps, je vois que Robert Gély me regarde d'un œil torve. Bon. Normal, hein.
il est un peu responsable de la séance et tout. Et pour ne pas rester à Jaurès, sinon on va dire Charles, arrête avec Jaurès. Jaurès, encore Jaurès, toujours Jaurès. Oui, encore Jaurès, toujours Jaurès. Et aujourd'hui même, encore Jaurès, toujours Jaurès. Pour le journaliste et le politique. Parce que l'art de Jaurès, ça a été de joindre les deux bouts, si on peut dire. Le journaliste qu'il a été lui-même et le journalisme qu'il a pratiqué, bon, et le politique. Parce que quand, par exemple, à un moment donné, il est battu aux élections législatives en 1898, à cause de l'affaire Dreyfus, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne renonce pas. Il dit, à la Chambre comme hors de la Chambre, je serai toujours militant. Voilà, militant de quoi? Un militant du socialisme. Voilà, et donc, c'est ça que le miracle chez Jaurès, c'est qu'il a deux mains, il a une main de journaliste, une main d'homme politique, et l'homme politique va jouer un très grand rôle, parce que dans la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus, il va falloir un peu faire de la politique, comme on dit aujourd'hui, mais en faire de la bonne façon. Et par exemple, il publie au début 1899, oui, non, je dis bêtises. Bon, peu importe. Il fait un discours à la Chambre des députés. Si vous regardez, vous lisez ce discours, on l'a, c'est public et tout. Bon, et si vous regardez l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906, qui innocente Dreyfus et qui met en cause, en accusation, les chefs de l'armée, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire les juges ont retenu, pas à la lettre, mais l'esprit de ce discours de Jaurès, qui n'était pas n'importe qui à l'époque. Je crois qu'il était même vice-président de la Chambre. Voilà, et donc, vous voyez bien que le journaliste et le politique, et qui a eu un très grand mérite pour, disons, avancer dans l'innocence de Dreyfus, etc., c'est qu'il fonde un parti politique. Il est du côté des Républicains jusqu'à ce qu'existe le Parti socialiste, qui est créé en plusieurs étapes et tout. Bon, et puis après, un parti, pourquoi? Parce que, par exemple, à un moment donné, les socialistes de Jaurès se mouillent jusqu'au cou dans la défense de Dreyfus. Ce n'est pas le cas de tous. C'est pas le cas de tous. Par exemple, les radicaux de Clemenceau, ils sont un peu hésitants. Voilà. Et il y en a un autre qui va faire des réserves, et il s'appelle Jules Guesde. Jules Guesde, il est socialiste comme Jaurès. Sauf qu'il pense que, dit-il, le prolétariat n'a pas à s'impliquer aussi totalement dans la défense de Dreyfus. Le prolétariat, il a d'autres choses à faire que la défense d'un militaire bourgeois, etc. Alors, Jules Guesde a accablé l'armée parce qu'il savait très bien que l'armée était coupable. Mais en même temps, la cause de Dreyfus, c'était quelque chose qui, pour Jules Guesde, n'était pas prioritaire. Le prolétariat, ils avaient d'autres choses à faire qu'à défendre un militaire, un officier. Il y en a un autre, pardonnez-moi, je ne voudrais pas l'oublier, qui lui aussi, à un moment donné, même s'il est couvert de gloire du point de vue littéraire, qui s'est trompé sur cet aspect de l'affaire Dreyfus. Il s'appelle Charles Péguy, qui a été longtemps un ami de Jaurès, qu'il a défendu, voilà. Et ensuite, un jour, il écrira, si la guerre éclate, il faudra tuer Jaurès parce que nous ne pouvons pas garder un adversaire de la guerre dans notre dos. Dans notre dos. Vous voyez un peu l'image. Bon. Pourquoi il dit ça, Péguy? Parce qu'il transmet le message à Jaurès, mais c'est au-delà des personnes, etc. Pour lui, l'affaire Dreyfus est une question morale. Ce n'est pas une question politique. Si, comme le veut Jaurès, on s'embarque dans la question politique avec des partis politiques, c'est foutu pour Dreyfus. Parce que pour lui, Dreyfus, c'est une pure question morale. Bon, et selon la lecture qu'on a de Péguy, on comprend très bien ce que ça veut dire pour Péguy, évidemment. Bon. Sauf que là, il se trompait. Il se trompait parce que l'affaire aussi va prendre un caractère politique très fort. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, la Chambre des députés va être convertie à la thèse de Jaurès. Et ensuite, bon, voilà. Quoi, je crois que je vais m'arrêter. Voilà, pour vous dire... Alors, juste une petite
ponctuation. Je crois que Charles nous a fait aussi un brillant exposé et il nous a montré ce qu'était la passion du métier, passion du journalisme, et il a employé plusieurs fois art du journaliste. Donc merci beaucoup Charles pour ce moment de passion du métier. Je passe la parole au magistrat. Merci à Lucas et à Charles d'avoir replacé tout notre séminaire dans le contexte historique, parce que je crois que ça explique beaucoup de choses et qu'on comprend beaucoup de choses. Et en tout cas, ce que je voudrais dire de façon vraiment très spontanée, c'est que les grands écrivains engagés nous manquent aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est l'enseignement aussi de l'histoire, quand on voit comment se sont engagés des grands hommes que vous avez cités tout à l'heure, l'un et l'autre. Alors, je vais parler rapidement, moi, du socle juridique, et à la fois national, mais en même temps aussi européen, parce qu'aujourd'hui, la question européenne est absolument déterminante sur la question de la liberté de la presse et de tous les sujets, on l'a vu un petit peu hier. Sur le plan national, le socle, tout le monde le sait, c'est la fameuse loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est toujours en vigueur, et dont d'ailleurs les grands principes ont assez peu changé. Il faut là aussi resituer ça dans le contexte. Cette loi, elle a été votée sous la Troisième République, sous le gouvernement de Jules Ferry, et elle a été écrite par une commission du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui était présidée par un journaliste, Émile de Girardin, qui lui aussi avait vécu un engagement très fort pour la presse. Il avait créé La Presse, d'ailleurs, c'était un journal qui s'appelait ainsi La Presse, et il a subi toutes les vicissitudes qui ont été évoquées tout à l'heure entre la Révolution et 1881, j'allais dire à peu près, hein, c'est cette période-là où la presse a été tantôt plus libre, tantôt au contraire plus réprimée, et la loi de 1881 est venue mettre un petit peu un terme à toutes ces ambiguïtés ou ces hésitations, j'allais dire, un petit peu sur le cadre juridique de la presse. Émile de Girardin, d'ailleurs, lui-même a été emprisonné aussi, après avoir participé aux journées insurrectionnelles ouvrières de juin 1848, parce qu'il avait pris parti pour eux. Il a été incarcéré, emprisonné, et ensuite, il a été également aussi, et ça c'est intéressant quand même aussi historiquement, son journal a été interdit par la commune, parce qu'il était peut-être trop modéré, et que dans la commune, c'était quelque chose qui n'était pas accepté, et donc son journal a été interdit. Et c'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à se rapprocher d'Adolphe Thiers, dont on a parlé, et qui a débouché ensuite sur cette loi de 1881, qui a été adoptée avec 444 voix contre 4. Donc on voyait bien que là, il y avait une unanimité totale de l'ensemble de la représentation nationale, et c'est un élément extrêmement important à avoir en tête. Mais cette loi de 1881, elle repose sur quel fondement ? Elle repose, ça a été dit, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le fameux article 11 du 26 août 1789, où effectivement il est dit que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. Il y a quand même un codicile, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et c'est tout l'équilibre de la loi de 1881, un siècle plus tard, qui va poser le principe de cette liberté dans un article 1 qui est assez intéressant parce que c'est exactement le même aujourd'hui et qui est un peu décalé par rapport à notre histoire aujourd'hui, puisque l'article 1 de cette loi dit l'imprimerie et la librairie sont libres. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, on est un petit peu décalé par rapport à cette expression, mais c'est toujours celle de l'article 1er, aujourd'hui en cours de la loi de 1881. Et surtout, cette loi de 1881, elle va avoir des grands principes qui vont être posés. Je ne les dirai pas tous, mais quelques-uns qui me paraissent essentiels. La suppression de l'autorisation préalable de presse, puisque tout organe de presse devait être soumis à une autorisation préalable. Là, c'est la simple déclaration.
donc pas de censure a priori, et l'instauration donc de limites à cette liberté, qui sont le respect de la personne, la protection des mineurs, la répression de l'injure et de la diffamation et l'atteinte à la vie privée. Mais une répression qui se fait dans un cadre procédural extrêmement strict, et qui n'est pas le cadre procédural du droit commun, puisqu'il est encadré par une courte prescription, 3 mois, pas plus, alors que la prescription est beaucoup plus longue dans les autres délits, et puis avec des exigences élevées de formalisme à peine de nullité. On le sait, il faut que c'est très compliqué de faire une attaque contre un article de presse, parce qu'il faut articuler tout ça et qualifier dans des conditions qui sont très strictes. Et puis avec également aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est la responsabilité en cascade. C'est-à-dire que ce n'est pas le journaliste tout seul, qui est responsable, c'est le directeur de publication, c'est le rédacteur en chef, c'est donc une responsabilité en cascade qui permet également aussi de protéger quelque part aussi celui qui écrit, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est aussi un engagement collectif, et éviter aussi l'autocensure. Donc c'est exactement le même schéma aujourd'hui qui existe et qui est là sur ce fondement de 1881. Il y a eu assez peu de modifications, il y en a eu quelques-unes, bien sûr. La loi Pleven de 72 sur la loi sur le racisme qui a créé le délit de discrimination, l'injure et diffamation en raison de l'origine ou l'appartenance à une ethnie, nation, race, religion déterminée. La loi Guesso, bien sûr, de 90 sur la négation des crimes contre l'humanité perpétrés par le régime nazi, ou encore les lois anti-fake news de décembre 2018, relative à la manipulation de l'information pendant les périodes de campagne électorale. Donc ça, c'est ce qui a été peu à peu changé au fil du temps. Mais le principe, c'est que quand même, la loi de 1881 reste toujours la loi fondant la liberté de la presse, même si, j'y reviendrai un petit peu plus tard, elle fait l'objet quand même aussi de quelques attaques insidieuses parfois. Le deuxième grand principe, c'est bien sûr la protection des sources. Et la protection des sources, c'est aussi dans la loi de 1881, puisque l'article 2 de cette loi, tel qu'il résulte d'une loi qui a été faite en janvier 2010, dit « Le secret des sources est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public ». Mais avec une nuance là aussi, parce que c'est tout à chaque fois un équilibre, c'est-à-dire que tous les principes ne sont jamais absolus, et le secret des sources, l'article 2 poursuit, il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement, et le mot indirectement est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des procédés ou des techniques d'enquête qui vont essayer de contourner la recherche de la source. Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. Donc on a quelque chose qui est posé, un principe formel qui figure dans la loi 1881, et qui a d'ailleurs été complété par l'article 2 bis de la loi qui résulte d'une modification du 14 novembre 2016, précisant et ajoutant même que tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission ou une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu aurait été modifié à son insu. Donc il ne faut pas perdre de vue que nous avons des textes. Parce que je pense que parfois aussi on oublie qu'il existe des textes et qu'il faut les utiliser. C'est ce que je dis en permanence, il ne faut pas laisser de côté ces textes et les utiliser. Et je reviendrai aussi avec la dimension européenne, parce que là aussi il y a énormément de textes qui sont à la disposition pour défendre la liberté de la presse et la protection des sources. Le troisième volet, c'est les lanceurs d'alerte, la protection cette fois-ci des lanceurs d'alerte. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Ça a été introduit par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. C'est la fameuse loi dite Sapin 2 qui instaure pour la première fois donc l'alerte et la protection du lanceur d'alerte dans le dispositif législatif, avec une
complément, j'allais dire, récemment, dans la loi du 21 mars 2022, qui a transposé une directive européenne du 23 octobre 2019, qui a renforcé encore le statut et la protection des lanceurs d'alerte, je ne rentre pas dans les détails, mais en multipliant les protections, notamment avec l'intervention du défenseur des droits, la simplification des canaux de signalement, avec le choix possible pour le lanceur d'alerte d'utiliser le canal interne ou externe, et il y a une quarantaine de canaux externes qui sont habilités par la loi pour recevoir les lanceurs d'alerte. D'ailleurs, entre parenthèses, je dis que la Haute Autorité de Santé fait partie de ces 40, je le dis puisque je suis déontologue de cette Haute Autorité de Santé. Donc voilà, je veux dire que tout ça, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je crois qu'il faut bien l'avoir en tête et savoir que tout ça est à la disposition aussi de tous ceux qui veulent défendre la liberté de la presse. Et au niveau européen, on a quand même les prises de position, j'y reviendrai tout à l'heure à la fin, au niveau de l'Union européenne, mais surtout, la grande référence et le grand défenseur, c'est quand même la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a là aussi une institution qui soutient, défend en permanence la liberté de la presse et toutes les atteintes qui peuvent être portées à celle-ci, avec évidemment comme texte de référence l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, qui est repris dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000. Toute personne, ça rappelle un petit peu la déclaration de 1789, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Et l'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou garanties prévues par la loi que constituent des mesures nécessaires dans un État démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre public, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. On voit donc bien là que c'est un petit peu le même schéma, à la fois le principe qui est posé avec la possibilité d'apporter des limites sous une réserve quand même très claire, c'est qu'il faut que l'ingérence est celle des autorités, que l'ingérence soit proportionnée et qu'elle soit à chaque fois contrôlée. Et contrôlée par qui ? Par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui apprécie le respect de ces principes. Et toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est là-dessus, me semble-t-il, d'une clarté très, 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 très nette, avec des postulats de principe. La Cour européenne des droits de l'homme, dans de nombreuses décisions, affirme très clairement que la presse, c'est le chien de garde de la démocratie, le watchdog. C'est une expression qu'on retrouve dans plusieurs décisions. Que la confidentialité des sources est la pierre angulaire du journalisme, que la dépénalisation de la diffamation, ou à tout le moins la dépénalisation, ou à tout le moins le fait qu'il n'y ait pas de peine de prison encourue pour les journalistes pour diffamation, est aussi quelque chose qui revient dans les principes qui sont exprimés par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, les critères d'appréciation de l'ingérence, parce que toute la question c'est ça, jusqu'à quel point l'État ou les autorités peuvent intervenir pour défendre certains domaines qu'il faut préserver, ces critères d'appréciation, ils sont appréciés autour d'un certain nombre de principes. D'abord, il faut qu'il y ait une légalité de l'ingérence, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit prévu par la loi, de façon à ce que ce soit clair, accessible, et qu'on connaisse à l'avance quelles sont les conditions des limites qui sont posées.
Il faut que le but poursuivi soit légitime, c'est-à-dire qu'il corresponde à l'énumération des situations dans lesquelles on peut apporter une restriction ou en tout cas une limite à la liberté totale d'expression, qu'il y ait une appréciation de la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but poursuivi, et cette proportionnalité, c'est l'appréciation de la nature ou de la lourdeur des sanctions, c'est l'utilisation de mesures attentatoires, le moins attentatoires possible au droit d'expression, c'est l'exigence de motifs pertinents et suffisants. Bref, c'est toute une série de dispositifs qui résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, avec également aussi un équilibre qui est recherché entre ce principe de la liberté d'expression et puis d'autres grands principes de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit au respect de la vie privée, la présomption d'innocence, la liberté de morale et de religion, le droit au respect des croyances, la liberté de conscience, où là d'ailleurs, cette liberté de conscience ou de religion, en général, c'est toujours la recherche de l'exigence d'un discours de haine pour condamner, ou en tout cas pour accepter l'ingérence des autorités dans la liberté d'expression. Voilà sur les grands principes. Sur la question de, par exemple, et ça je trouve que c'est assez intéressant, du conflit qu'il peut y avoir entre la liberté d'expression, la liberté de la presse, et puis le respect de la vie privée. Sur ces questions-là, la jurisprudence de la Cour européenne dégage à peu près quelques critères qui me paraissent assez importants pour considérer que, entre les deux, la liberté d'expression l'emporte par rapport au respect de la vie privée. C'est évidemment la référence d'abord à la contribution à un intérêt général. On peut aborder des sujets concernant la vie particulière, personnelle de certaines personnalités parce que ça contribue à un débat général et ça a un intérêt général de le faire. C'est la notoriété aussi de la personne visée. Évidemment, une personne qui est publique, à partir du moment où elle-même utilise les médias et la presse pour valoriser son action, il n'y a pas de raison qu'elle soit moins exposée que d'autres à ce qu'on dévoile peut-être des choses qu'elle ne peut pas avouer. Donc là-dessus, la notoriété de la personne visée est quelque chose qui est apprécié comme étant un élément qui permet de ne pas justifier une ingérence. C'est aussi l'objet du reportage. Quel est le contenu, la forme, la répercussion de la publication. Et sur la base de ces critères ont été ainsi admises des publications sur l'état de santé d'un dirigeant, sur un scandale sexuel dans un parti politique et sur toute une série de cas que certains peuvent avoir en tête et que je n'évoquerai pas là parce que ça serait trop long. Pour autant, évidemment, il y a toute une série encore de menaces qui pèsent ou de mesures qui, si elles ont vocation à être sanctionnées in fine par la Cour européenne des droits de l'homme, néanmoins sont utilisées et continuent à exercer une pression sur la liberté de la presse. On a des exemples qui sont connus et j'évoquerai très rapidement ceci sans rentrer dans les détails. C'est évidemment l'utilisation dans le cadre d'enquêtes sur la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, d'auditions de journalistes, voire même de garde à vue, alors que l'on sait pertinemment que de toute façon, le secret des sources ne peut pas être dévoilé et que, en tout état de cause, si il y a cette ingérence-là, on sait qu'elle sera sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme, sauf dans l'hypothèse où il y aurait un intérêt absolu de défense nationale ou je ne sais quoi, qui pourrait éventuellement le justifier. Mais là, la plupart des utilisations d'ailleurs de ces auditions et gardes à vue qui sont plus des mesures de pression en fait qu'autre chose, les exemples que l'on a en tête sont pas nécessairement ceux qui correspondent à ce critère où qu'on pourrait imaginer par exemple dans des affaires de terrorisme absolu, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Extension aussi des secrets
considérés comme des limites à la liberté d'expression. Le secret défense, c'est connu, c'est classique, mais il y en a surtout un qui me préoccupe beaucoup, c'est le secret dit des affaires, qu'on voit prospérer de plus en plus et qui est d'ailleurs de plus en plus utilisé. J'y reviendrai là aussi dans le cadre de procédures dites Bayon, celles qu'on a évoquées hier avec Emmanuel Poupard, je crois, sur cette nouvelle pratique aussi qui a été utilisée à plusieurs reprises. Je vais y revenir dans une seconde. Et puis il y a également aussi les perquisitions qui sont effectuées chez des journalistes. On se souvient de l'épisode Mediapart après la publication d'un article révélant des enregistrements confondants pour Alexandre Benalla et qui avait débouché sur une perquisition qui, au demeurant d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant à chaque fois, c'est-à-dire que la loi protège, mais la loi c'est a posteriori qu'elle va protéger, ou en tout cas qu'elle va condamner, puisque le tribunal de Nanterre, à l'époque, a évidemment considéré que cette ingérence n'avait aucune base légale, prouvé que la perquisition n'était donc ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée à l'objectif poursuivi. Mais évidemment, la perquisition, elle est faite, ou en tout cas là, elle n'a pas été faite puisqu'il y a eu un refus, mais en tout cas, la pression, elle est exercée. Et puis, je reviens donc sur ces fameuses poursuites dites Bayon, avec deux exemples récents et qui sont préoccupants. Toutes les atteintes, disons, à la liberté d'expression et tous les délits dits de presse relèvent toujours des juridictions de l'ordre judiciaire de droit commun classique, c'est-à-dire le tribunal judiciaire, la cour d'appel, etc. Et là, on est en train de voir l'utilisation de contournements de ces juridictions, qui sont des juridictions qui en plus sont spécialisées en matière de presse et qui ont une jurisprudence qui est parfaitement conforme à la Cour de cassation et à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on a eu quand même deux exemples très récents qui me préoccupent. C'est d'une part la procédure qui a été engagée par le groupe Altis contre un média qui s'appelle Reflet, qui avait publié des articles exploitant des données mises en ligne suite à un piratage, certes, mais elles étaient mises en ligne. Et cet organe de presse avait décidé d'en faire une publication. Et le groupe Altis s'est retourné vers le tribunal de commerce de Nanterre, en l'espèce, en utilisant la notion de secret des affaires pour aller devant le tribunal de commerce, puisque c'était la seule possibilité de rendre compétente cette juridiction, et pour demander donc une intervention. Et le tribunal de commerce, il a ordonné aux médias donc de retirer ces publications et de ne pas en publier de nouvelles, au prétexte donc que c'était une atteinte au secret des affaires et que ça mettait en péril le groupe Altis. De Beran, je ne pense pas que ça le mette grandement en péril. Mais il aura fallu attendre que, là aussi pareil, il aura fallu attendre que la Cour d'appel de Versailles, saisie mais ça a été rapide d'ailleurs, puisque l'arrêt de la décision du tribunal de commerce est du 6 octobre 2022 et la Cour d'appel de Versailles c'est le 19 janvier 23. Donc la justice n'est pas si lente que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Et elle a réformé la décision en estimant que le secret des affaires ne pouvait pas être opposé aux journalistes et qu'il y avait un contrôle de proportionnalité entre la liberté d'informer et le risque couru par l'entreprise qui, en l'espèce, n'était pas respecté. Deuxième épisode, celui-ci encore plus révélateur, c'est l'utilisation de la notion de concurrence déloyale. Les tribunaux de commerce peuvent utiliser aussi la concurrence déloyale. Et donc, une entreprise qui s'appelle Valgo a attaqué de façon très indirecte les articles qui étaient parus, l'enquête qui était parue dans un organe de presse qui s'appelle Le Poulpe, je ne connaissais pas, enfin c'est Le Poulpe, qui avait révélé donc une enquête faisant des soupçons, émettant des soupçons sur la qualité de dépollution menée par cette entreprise sur le site d'une ancienne raffinerie. Et ça n'a pas plu à Valgo, qui a donc saisi le tribunal de commerce de Rouen, mais d'une façon très indirecte, en disant je suis victime donc d'une concurrence déloyale, donc le tribunal de commerce est compétent, et je demande à ce que le concurrent de mon entreprise,
dont il soupçonnait qu'il était à l'origine, qu'il était la source, la gorge profonde du poulpe, de demander au tribunal de commerce de saisir les documents, correspondances, mails de cette société, soupçonnée donc d'être dans une concurrence déloyale. Et qu'a fait le juge du tribunal de commerce de Rouen? Il a ordonné la saisie de tous les échanges entre le PDG et les salariés de cette entreprise, ainsi que les journalistes du Poulpe et Edwy Plenel, puisque ça avait été repris par Mediapart, cette affaire. Et donc, on a là des exemples très frappants du détournement et du contournement qui sont très préoccupants. Bon, cette affaire, je pense qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, ou en tout cas, j'ai pas retrouvé trace d'une décision de la Cour d'appel. Mais c'est très préoccupant parce qu'en plus des tribunaux de commerce, moi je suis bien... Bon, on va dire, c'est pas des juges professionnels dont l'indépendance n'est pas garantie statutairement, ce sont des magistrats qui sont élus par leur pairs et qui sont surtout des intérêts communs avec les justiciables qui les saisissent. Alors tant qu'il s'agit de régler des litiges entre deux commerçants, pourquoi pas que ce soit un commerçant qui statue, mais quand il s'agit de poser des questions d'intérêt général comme cela, qui dépassent très largement, évidemment, il y a un vrai sujet qui m'inquiète d'autant plus qu'on est en train d'étendre la compétence des tribunaux de commerce et que la dernière loi là, qui est devant actuellement le Sénat, enfin qui a même été adoptée par le Sénat et qui va passer à l'Assemblée nationale, qui a été déposée par notre cher ministre de la Justice, crée le tribunal des affaires économiques. Un tribunal des affaires économiques qui va avoir une compétence encore plus étendue avec toute cette problématique. Alors, l'espoir, il est où? Il est effectivement d'abord dans le législateur, mais j'y crois pas trop, en tout cas français. Par contre, il est au niveau de directives européennes, puisque au niveau de l'Union européenne, on est quand même en train de traiter cette question-là, puisqu'il y a une directive européenne qui a été proposée en avril 2022, on en a un petit peu parlé hier, sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives. Et là, on est en plein dans ces procédures bâillons. Et je pense que la question de la position européenne, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, est certainement une garantie beaucoup plus importante que celle de notre législateur national. Voilà ce que je voulais dire. Je dirais que d'une manière générale, en plus, on peut ressentir une menace qui fleurit dans les discours d'extrême droite, certes, mais aussi un peu de la droite et auxquels d'autres ne sont pas complètement insensibles, sur la sortie au nom de la protection de la souveraineté nationale, des contraintes, des conventions des droits de l'homme et des exigences des traités européens et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On le voit sur l'immigration, mais demain, ça sera sur autre chose, et ainsi de suite. Et je trouve que nous sommes dans une bascule qui peut être inquiétante, et il est important que chacun soit vigilant, parce que cette bascule, elle a déjà commencé dans certains pays de l'Union européenne. On l'a vu en Pologne, on le voit en Hongrie. Ça a basculé également aussi dans des pays très démocratiques comme Israël, où on voit quand même qu'on est en train, Benjamin Netanyahou, de faire une loi qui permet au Parlement de remettre en cause une décision de la Cour suprême israélienne. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Heureusement que la démocratie fonctionne dans ce pays et qu'il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes qui manifestent, mais quand même, c'est quand même fou qu'on en soit là. Et donc, je pense que beaucoup en rêvent de faire cette révolution, entre guillemets, mais je pense qu'il est important que chacun, à son niveau, soit vigilant et fasse en sorte d'éviter que l'on bascule dans cet état de non-droit. Voilà. Merci beaucoup, Robert, pour cet exposé très dense et très rigoureux et complet. Donc, tu nous as parlé de cette loi de 1881 qui pose un cadre juridique qui ne nous laisse pas démunis, tous, journalistes et citoyens. Mais, comme tu l'as dit, les pressions existent. La loi est censée aussi nous protéger ensuite, après, pas en amont. Et les pressions existent, et je poserai la question, un mot qui a beaucoup circulé hier, de l'autocensure aussi, où nous sommes
quelque part pris dans tout ça et pas autant courageux qu'un Jaurès et d'autres grands romanciers dont on nous a parlé. Voilà, donc je ne sais pas si on peut prendre 10 minutes de... On n'a qu'une seule question. Je signaler que Jaurès avait aussi écrit L'Armée nouvelle et qui est une réflexion intéressante pour... Bon, voilà. Je voulais... On n'a pas du tout parlé, quand on a parlé de l'histoire de la presse, de ce qu'avait représenté la presse clandestine et la presse d'extrême droite avant-guerre. La presse d'extrême droite avant-guerre, avec ses propos englobés, son fascisme, son racisme, etc., ça donne la presse à l'endroit. Ça permet, et ensuite, il y a Pétain et la collaboration qui prend toute la presse. Et il y a une presse clandestine qui se développe pendant l'occupation. Et ce sont les ouvriers du livre qui contribuent aussi à la libération de Paris et la naissance des... Ça aurait été tout un long chapitre à développer parce que on procède la loi française, elle naît de... Elle est en train de mourir de l'oubli, mais elle est née de ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut faire une réponse en... Ah, une deuxième question? Alors. D'abord, je suis vraiment obligé de dire que les intervenants, c'était vraiment de haute volée. Merci beaucoup aux organisateurs et en plus, je pense que c'est extrêmement important que ce soit filmé, qu'il y en a qui regardent de loin et puis qu'on puisse le revoir après. Ce sera tellement instructif, c'est tellement instructif. Moi, j'ai une petite question, malheureusement, je ne vais pas être très clair. Mais je vais vous poser la question. Je ne sais pas vous dire monsieur le président, mais voilà, monsieur. Je répète, je ne vais certainement pas être tout à fait clair. Mais dans ce que vous avez expliqué, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que assez souvent, quand il y a, je dirais, un soulèvement social, on nous oppose le fait qu'il y a le droit des affaires et qu'on ne peut pas, je dirais, contredire avec les droits sociaux des travailleurs, avec ce droit qu'ont les patrons, ce qu'il faut, voilà, le rapport. Et moi, je trouve que ça, c'est extrêmement dangereux. Et je dirais que dans ce que vous avez mis en exergue, et bien plus clairement que vous le faire, je trouve que ça, c'est extrêmement dangereux. Et au point de vue des lois, comment peut-on faire? Parce que c'est un peu, me semble-t-il, le Voltaire contre le Voltaire. Je ne sais pas si on peut dire... enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est d'arriver à toujours préserver, c'était un peu l'esprit d'ailleurs de la Révolution et de la loi de 1881 et puis de beaucoup de dispositifs, c'est d'arriver à trouver l'équilibre qui permet de se faire entre des libertés telles que les libertés d'expression, liberté d'opinion, liberté sociale, droit, mouvement social, etc., d'une part, et d'autre part, une autre préoccupation qui est celle aussi de la vie économique, etc. Bon, comment on limite ça? On le limite de plusieurs façons. On va le limiter par la loi, on va le limiter par... Je faisais allusion tout à l'heure aussi à une directive européenne, je trouve que c'est important, et il ne faut pas négliger le poids de ces directives européennes qui préservent quand même, malgré toutes les reproches que l'on peut faire à l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme, je veux dire que heureusement qu'on les a. Voilà, je veux dire, il faut être très clair, parce que ça permet d'arrêter certaines velléités à la fois souveraines d'une part et certaines velléités d'autre part du monde des affaires qui voudraient pouvoir effectivement développer comme aux États-Unis, parce qu'on n'est pas sous le régime américain, il faut le répéter, le redire, parce qu'on a une tradition au niveau européen qui est beaucoup plus, qui prend en compte plusieurs principes et qui essaie de trouver un équilibre. Bon, il y parvient moins bien, certains peuvent trouver que c'est pas assez, etc. Mais en tout cas, il y a au moins cette recherche-là. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est important. Et dans le débat national, je trouve qu'on ne porte pas suffisamment cette dimension-là et qu'on ne soutient pas suffisamment le rôle que doit avoir
précisément la législation européenne dans cet équilibre-là qu'il doit instaurer. Voilà. Alors, après, j'ai pas de réponse, mais je trouve que l'équilibre, il se fait à travers ces dispositifs qui existent. Et c'est un combat permanent, de toute façon, on le sait, l'histoire le dit, je veux dire que les choses, elles sont jamais acquises, il faut toujours peser, et il faut que ce poids, il soit celui aussi des citoyens, et qu'ils soient capables aussi, les citoyens, de dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, et clairement, et pas simplement dans des postures. Je veux dire, voilà, il faut être précis, concret et constructif. Voilà. Sinon, on va se faire...